lettre également à charge du commissaire supérieur principal Daniel Moukalaï, pour les raisons que nous allons dire. Prévu et puni par l'article 203 du Code pénal militaire qui dispose et puni de 20 ans de servitude pénale tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou des munitions de guerre. Cette infraction est mise à charge de Christian Boïkengakenga seul, alors qu'il aurait pu l'être aussi pour Daniel Moukalaï. Pour sa consommation, l'infraction de détention d'armes et munitions de guerre requiert les éléments constitutifs ci-après. Les éléments matériels, les défauts des titres ou des droits, l'élément moral. Les éléments matériels sont des deux ordres. D'une part, les actes matériels, d'autre part, les objets susceptibles de protection légale. S'agissant des actes matériels, l'organe de la loi va s'atteler sur l'acte de détention. En effet, le législateur congolais ne définit pas ce concept, mais c'est Robert Mini qui nous enseigne que détenir, c'est garder, tenir en sa possession. Et avec le concours de la jurisprudence, il se dégage que détenir, c'est garder par des vers choix ou faire garder, c'est cacher ou faire cacher, c'est porter ou faire porter, utiliser ou faciliter l'usage d'une arme ou des munitions de guerre, ainsi que des accessoires d'armes ou des pièces de munitions de guerre. Dans le cas d'espèce, lors d'une perquisition faite par l'inspecteur divisionnaire Mwanangan, d'heureuse mémoire, dans la résidence de Christian Goïsise, au numéro 7 de l'avenue Démocratie, dans le quartier des anciens combattants, dans la commune de Ngalema. Une erreur s'est glissée sur les armes et munitions de guerre trouvées et saisies lors de cette opération. Les armes ci-après ont été trouvées. Une lance-roquette, 4 bombes, 4 batteries, un PKM plus 186 munitions, une arme Uzi numéro 34 401 94 94 24 munitions, une arme FA numéro 66 40 plus 4 chargeurs garnis, une arme GT Jericho numéro P36 112 et 13 munitions, des grenades Castor, des cartouches de GP 9 mm. Ces armes, Monsieur le Président, ont été saisies entre les mains du commissaire supérieur principal Daniel Moukalaï. Munitions 9 mm. 6. 20 paires de bottines. 7. Des munitions à vrac. Et le PV de saisie, comment dirais-je, figure et versé dans le dossier à la code 988. Votre cour corrigera cette erreur qui s'est glissée au premier décret. Et nous réservons le droit de poursuivre Moukalaï au nom de l'état des droits, parce qu'une même infraction ne peut pas être poursuivie pour une personne et au détriment de l'autre. Tous ces armes-là, Monsieur le Président, bénéficient d'une protection légale. Le défaut des titres ou de droits, la détention, la fabrication, la cession, l'importation, l'abandon et tout autre acte d'acquisition des armes et munitions énumérés si haut ne peuvent se réaliser qu'en vertu d'un titre ou d'un droit. Il s'agit là d'une obligation légale. En d'autres termes, l'auteur de l'un ou de l'autre cas, de l'autre acte s'exposera à la sanction par suite du défaut d'un titre ou d'un droit, impliquant logiquement le défaut de qualité dans le chef de l'agent ou le défaut d'un acte de l'autorité compétente. Le défaut d'un titre implique l'absence de qualité dans le chef de l'agent. Nul n'ignore qu'il existe une catégorie de personnes qui, par l'acquisition d'une qualité donnée, peuvent accéder aux armes et munitions de guerre sans énerver outre mesure la loi, dès lors qu'il s'agit d'accomplir leur mission dans l'intérêt de la communauté nationale ou des services. C'est le cas des militaires, des policiers ou de certains membres du service national qui, exerçant le métier d'armes, ils sont détachés pour exceptionnellement les bâtisseurs de la nation appelés à se tenir prêts à défendre la viabilité et les intérêts de notre pays par tous les moyens, y compris par les armes s'il le faut. Mais cette détention des armes et munitions de guerre obéit à l'observance des conditions requises par la loi pour en garantir la régularité. En l'occurrence, les armes et munitions détenues doivent appartenir à l'armement des forces armées.
de la police nationale ou du service national. Les armes doivent être détenues ou portées pour des raisons de service et conformément au règlement et instructions en vigueur. C'est ainsi qu'il a été arrêté par la haute cour militaire, votre cour, dans l'affaire ministère public contre l'inspecteur divisionnaire adjoint Boko P. Andanga, que la détention par un militaire ou un policier des armes et munitions de guerre non couvertes par un document lui connaissant ses droits constitue une détention illégale d'armes et munitions de guerre. Dans le cas sous-examen, la Cour militaire de Kinshasa, en son audience du 14 mars 2011, successivement entendu l'inspecteur divisionnaire adjoint Gilbert Kabulo Moussaya, directeur de la logistique de la police nationale congolaise à l'époque, l'inspecteur de la police Jean-Pierre Oumbi Mouéwé, chef B4 de la Légion nationale PI, le commissaire de police John Ngoy Wakabila, chef S4 du bataillon C. Tous, unanimement, ont déclaré que les armes et munitions saisies dans la résidence de Christian Ngoy ne faisaient pas partie de la dotation de leurs unités respectives. Il s'agit également de celles de Moukalaï. Ce sont des armes que l'armée ou encore moi la police ne reconnaît pas. Ça ne peut surprendre personne, Monsieur le Président, parce qu'il y a bientôt 3 mois ou 4 mois, 5 mois, sur l'avenue des Orangers, dans la résidence qu'occupait le général John Numbi en fuite, on a trouvé tout un arsenal d'armes. Je dis bien tout un arsenal d'armes. Alors que nous sommes tous, ou nous connaissons tous, ce qui se passe dans l'armée, les armes ne peuvent pas résider dans les résidences des autorités. Les armes, c'est dans les magasins d'armement. Interrogé, Moukala dit que ces armes, c'est le général John Numbi qui lui a réuni. Et je comprends, Monsieur le Président, pourquoi ils détenaient illégalement des armes dans leur résidence. Monsieur le Président, cette infraction étant une infraction matérielle, le seul fait de détenir une arme sans titre ni droit constitue une infraction de détention illégale d'armes de guerre. Votre cour dira donc établir cette infraction en charge du Conseil supérieur adjoint Christian Ngoy Kinkake. Voilà, Monsieur le Président, les différentes infractions analysées par le ministère public au regard, Monsieur le Président, des appels de Christian, comment dirais-je, de Paul Milamboué et de Nikabo. Nous allons maintenant, Monsieur le Président, parler de l'examen et appréciation des preuves accusatoires retenues par l'officier du ministère public. Monsieur le Président, en matière pénale, il est du principe qu'aucune preuve ne s'impose de façon obligatoire au juge. Ces procès, contrairement aux autres tenus dans la même cause, a eu le mérite de révéler au grand jour la planification, l'organisation du double assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur fidèle Bassan. Pour ce faire, l'organe de la loi qui a pour mission ou tâche dans un procès pénal d'établir la culpabilité des personnes a fait recours aux preuves accusatoires suivantes. 1. L'aveu. 2. Les témoignages et renseignements. 3. Les déclarations recoupées des différents prévenus. 4. Les confrontations, les indices et les présomptions. Mais il y a lieu de rappeler la Cour que les autres preuves accusatoires basées sur l'apport technologique, scientifique et descentes sur le lieu valent leur pesant d'or, d'autant plus que ces procès se situent dans le prolongement de ceux organisés en 2011 et 2013. L'aveu. Monsieur le Président, au XVIIIe siècle, Mouillard de Vouglans, dans son ouvrage Loi criminelle, notait déjà que de toutes les preuves qui peuvent opérer la conviction du coupable, la plus simple comme la plus naturelle, qui se présente d'abord, paraît devoir être celle qui se tire de l'aveu, qui fait d'être l'auteur du crime dont on l'accuse, parce qu'en effet, personne ne peut mieux savoir que lui la vérité de ce qu'il est. Mais une funeste d'expérience est là que trop fait voir que ces sortes d'aveux n'étaient le plus souvent que l'effet du trouble et du désespoir ou de la crainte des châtiments ou de la crainte des châtiments. Nos lois n'ont pu
n'ont pas cru devoir se contenter absolument de cette preuve pour asseoir une condamnation. C'est dire qu'il est longtemps révolu l'époque où la sentence était entendue dans une cause par suite d'un aveu. L'époque où Cicéron s'était écrié dans l'exorde de son plaidoyer pour Ligarius, en ces termes, nous tenons le coupable, nous avons un accusé qui avoue. L'aveu n'est plus la graine des preuves ou la probatio probatissimo par les faiblesses qu'il renferme. Mais l'aveu consiste pour toute personne mise en cause à reconnaître en tout ou partie, à travers les déclarations faites devant un organe judiciaire, ministère public, juge, l'exactitude des faits répréhensibles articulés en son encontre. Il s'agit de l'aveu direct. Principalement dans ces procès, il y a eu des aveux directs. Le commissaire Jacques Migabo a avoué avoir matériellement tué Chebeya et Bazana. Il a cité les policiers qui ont participé à ces doubles assassinats. Il a expliqué à la cour le mode opératoire, ligotage, caboulage, escortage, comment Chebeya et Bazana ont été tués. Il a révélé à la cour qu'il s'agissait d'un secret d'État. Le commissaire supérieur adjoint Paul Milambo, il a reconnu avoir vu le corps de Bazana et Chebeya. Il confirme les personnes qui ont tué Chebeya et Bazana et les a cités. Il confirme avoir appris de Christian Boykengaken que l'ordre de tuer Chebeya venait du sénateur à vie, Joseph Kabila, à John Numbi. Mais à cet effet, contrairement à la partie civile, le ministère public pense que cette allégation n'a pas été suffisamment appuyée par d'autres éléments ou moyens pour impliquer les sénateurs à vie. Le souhait aurait été que les personnes citées soient invitées par la Cour pour respecter le principe du contradictoire. Et enfin, au cours de ce procès, Paul Bilamoué a donné pour la première fois le mobile de ces doubles assassinats. Témoignages et renseignements. La preuve testimoniale est celle qui résulte des dépositions des témoins ou renseignants relatant devant la justice les faits auxquels ils ont assisté ou ceux dont ils ont reçu un récit détaillant de l'auteur. Au cours de ces procès, le renseignant Moukalaïmate Sotaniel a renseigné la cour sur la personne qui a donné l'ordre de tuer Chebeya. C'est le général d'armée en cavale, John Numbi, qui croit que le salut se trouve dans la fuite ou dans la cachette. Il a confirmé la planification et l'exécution de Floribert Chebeya. Il a confirmé le montant décaissé de $40 000 pour la mise en œuvre de la mort de Chebeya et remis à l'actuel chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements. Nous citons le lieutenant général Jean-Claude Yave, qui n'a pas pu opérer suite à la modicité du montant. Le renseignant Ngoïmoula Gajansi a déclaré à la cour que c'est lui qui était parti récupérer Floribert Chebeya dans le bureau de Paul Bilamoué. Il a soutenu avoir été envoyé à Lubumbashi et avoir fait route ensemble avec les policiers qui ont exécuté Floribert Chebeya. Il s'agit de Doudou Ilunga et de Lomba Kaye. Le renseignant Eric Iboumbe Bazan Adel Sadam, il a avoué avoir participé à la mort de Chebeya et Bazana. Il a confirmé être appelé ce 1er juin par Daniel Moukalaï, dont il fut d'ailleurs son garde-corps. Il a confirmé que pendant l'opération, Daniel Moukalaï était à l'inspection. Cependant, l'organe de la loi reconnaît que l'appréciation des témoignages ou renseignements demeure une question des faits laissés aux lumières et à la prudence du juge que vous êtes. Les déclarations recoupées des différents prévenus. Les dépositions recueillies à l'audience ont permis de savoir que, à la date du 1er juin 2010, le commissaire supérieur principal Moukalaïmate Sotaniel était à l'inspection générale de la police, et confirmé par l'arrêt de la haute cour militaire. À cette date, Floribert Chebeya était à l'inspection générale de la police. C'est le militaire Bazana du bataillon PEM qui gardait la concession du général de brigade Zélo Katana Djadika qui avait creusé le trou. Et c'est dans la concession du général de brigade Zélo Katana Djadika qu'on a enterré Fidèle Bazana. La confrontation indice présomption. Les confrontations des témoins et des prévenus ou des témoins entre eux sont souvent de nature à éliminer
des contradictions apparentes ou à faire préciser les témoignages. Au cours de ces procès, il a été relevé que le renseignant Moukalaï était bel et bien présent au moment où Tchebeya était amené pour être tué, que l'argent à rétribuer a été perçu par le renseignant, que l'appelant Milamboué avait, le lendemain de la mort de Tchebeya, informé certains officiers supérieurs de la police de l'époque, entre autres le directeur de cabinet de l'ancien inspecteur général de la police, qui était déjà au courant le 2 juin 2010. Que l'argent à rétribuer a été perçu par le renseignant Moukalaï dans un restaurant dénommé Les Adélis, montant de $3,000 américains, ordonné par John Lumbi et remis par la renseignante commissaire supérieur principal Rachel Mbey Motamba, commissaire principal au moment des faits. Voilà, Monsieur le Président, les éléments sur lesquels le ministère public s'est appuyé pour retracer la chaîne criminelle du double assassinat de Floribert Chebeya. De l'action civile. Surabondamment à toute la démonstration faite par les partis civils sur le dommage qu'elles ont subi du fait du double assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, dont les 6 devant prévenus sont auteurs-co-auteurs, nous précisons que si, conformément à l'article 258 du Code civil pour le livre 3, tous ces prévenus sont obligés de réparer les préjudices résultant de leurs faits, nous estimons fonder les actions en dédommagement où les partis civils réclameraient, comme ils réclament, réparation et aux auteurs des infractions constituant l'effet générateur des dommages subis et à la République démocratique du Congo en sa qualité de civilement responsable des policiers coupables. Mais la Cour se rappellera, pour la même cause, dans son arrêt du jeudi 17 septembre 2015, que les dommages et intérêts ont été alloués aux partis civils et que le montant de $611 000 américains ont été touchés. L'article 15 du Code pénal ordinaire livre premier est clair. C'est le tribunal qui fixe les dommages et intérêts. Votre Cour appréciera. S'agissant de la personnalité des prévenus qui comparaissent, l'organe de la loi fait sienne l'abondante littérature faite au premier degré. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu l'article 278 du Code de justice militaire, vu les articles 5, 6, 7, 44, 45, 157, 158, alinéa 1er, 203 du Code pénal militaire, vu les articles 23 du Code pénal ordinaire livre 1er, 45, 156 à 158 du Code pénal ordinaire livre 2e, vu les articles 258 et 260 du Code civil livre 3, requérant qu'il plaise à la haute cour militaire de déclarer la paix de l'officier du ministère public recevable et fondé, et déclarer aussi les appels des partis civils recevables et partiellement fondés, ceux des prévenus recevables et partiellement fondés, et de condamner avec l'admission des circonstances atténuantes dues principalement à leur souci de coopérer avec la justice, et sans circonstances atténuantes à l'égard de Christian Boykenga Kenga. A. 1. À ce qui concerne le terrorisme, de déclarer non établi en fait comme en droit et les en acquitter. 2. En ce qui concerne la désertion en temps de paix, la déclarer non établie en fait comme en droit à l'égard de Paul Milamboué et de Jacques Mikabo et de les en acquitter. Par contre, déclarer établi en fait comme en droit à l'égard de Christian Boykenga Kenga et de reconduire l'ordre du premier juge. En ce qui concerne l'association des malfaiteurs, 1. La déclarer non établie en fait comme en droit à charge de Paul Milamboué et d'en acquitter. Par contre, déclaré établi en fait comme en droit à charge de Ngoï Christian Kenga Kenga et les condamner à la peine capitale. Déclaré aussi établi à charge de Mika Jacques et le condamner à 10 ans de servitude pénale principale. En ce qui concerne l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, acquitté purement et simplement Paul Milamboué pour insuffisance de charge. Condamné à la peine capitale Christian Kenga Kenga, condamné à 10 ans de servitude pénale principale de prévenu du Cabo.
En ce qui concerne la détention d'armes et munitions de guerre, reconduire purement et simplement l'œuvre du premier juge. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retenir la plus haute expression pénale, soit la peine de mort pour Christian Boïkenga Kenga, prononce sa destitution et son renvoi de la police nationale congolaise confirme son arrestation. 10 ans de servitude pénale principale pour Jacques Mikabo confirmait son arrestation. S'agissant de l'action civile, la déclarée recevable de parcimoine fondé est appréciée en tout temps souveraineté. Et pour chuter, je mets cette réflexion à la disposition de la Cour. L'ancien président du Mali, le feu Modibo Keïta, disait aux magistrats de son pays que l'indépendance du juge n'est pas dans les textes, mais dans la valeur morale du magistrat lui-même, dans sa probité, dans sa compétence professionnelle, dans sa conscience professionnelle. Il cesse d'être libre et indépendant le jour où il prend l'argent de la corruption. Nous avons un peuple admirable, capable d'accepter tous les sacrifices pourvu que ça soit équitablement réparti. Ce qui peut les décourager, les démoraliser, les révolter, c'est l'injustice. Faisons donc en sorte que tous ceux qui sortiront de nos palais de justice après une sentence, votre sentence, disent justice, cette fois-ci, a été rendue et que vive l'état de droit. J'ai dit et je vous remercie. Attendez, vous voulez faire acter vos comparutions? Attendez, bon, commencez comme ça. Nous allons faire une proposition. Les avocats qui n'ont pas fait acter leur comparution, faites-le s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec l'expression de toutes nos excuses pour l'état que nous avons accusé exceptionnellement aujourd'hui, nous voudrions faire acter notre comparution en faveur de nos clients respectifs. Maître Mikaï Mwamba Eli, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Pour les parties civiles, veuve Chebeya, veuve Bazana, orphelin Chebeya, orphelin Bazana, frères et sœurs Bazana, la voix des sans-voix ainsi que Renadoc. J'ai comparé conjointement avec Maître Peter Ngo Momilambo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, conjointement avec du même barreau, Maître Marcin Gandombe, conjointement du même barreau, du même barreau, Maître Marcin Gandombe, conjointement avec Alain Gandou Chimanga, je suis avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, conjointement avec. Pour les mêmes parties civiles, Maître Toumenga Maïla du barreau de Matete. Pour les parties civiles, frères et sœurs Chebeya, Maître Delphin Guessa du barreau de Kinshasa Gombe. conjointement avec Maître Mugisho Chibembe du barreau de Kinshasa Matete. La République est représentée par Maître Hugues Matadi, je suis du barreau de Kinshasa Matete. Membre de la composition, auditeur général. Comme nous allons parler en droit, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps à la cour. Je propose que, en ce qui concerne les intérêts de Paul Milambwe, nous puissions plaider dans cette cause aujourd'hui, c'est faisable. Ok. Pour Migabo, le conseil de prévenir Migabo. Et après avoir suivi le brillant
pour le brillant réquisitoire du ministère public dans cette affaire. Après avoir suivi les dépositions brillantes des parties civiles contenues dans leur conclusion de l'audience de la fois passée, nous considérons que les faits de cette cause demeurent de la même manière qu'ils ont été évoqués. Et nous serons très riches dans les notes de plaidoirie. En ce qui nous concerne pour le moment, nous allons tout simplement développer nos moyens de défense en droit, c'est-à-dire nous entamons directement la discussion en droit. Avant d'entamer cette partie, il sied de la que suite à l'assassinat du fait Chebeya et à la disparition de son chauffeur Bazana le 1er juin 2010, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe avait en date du 11 septembre rendu un arrêt sous RP 066/2010-RMP numéro 1046/MBY/2010 pour lesquels il est condamné quelques prévenus par défaut et d'autres contradictoires. Que l'appelant était parmi ceux qui avaient été condamnés à la mort et bien entendu par défaut pour les préventions d'assassinat de Chebeya, d'arrestation et détention arbitraire de Bazana, de désertion simple en cas de paix et de terrorisme. Dans cette cause, l'appelant tend à obtenir de la haute cour militaire la réformation de l'arrêt évoqué par faire ce que la cour militaire de Kinshasa-Gombe devrait faire, c'est-à-dire prononcer tout simplement son acquittement pur et simple. Pour y parvenir, c'est pourquoi on devrait passer par le développement des faits. C'est pourquoi nous disons que ces faits-là demeurent tels que ont été présentés par toutes les parties devant la haute cour militaire. Et nous y allons maintenant pour parler en droit. Sur la forme, s'agissant de la recevabilité de cette action, du délai d'appel, attendu que l'arrêt RP 066/2010-RMP 1046/MBY/2010 a été rendu le 23 juin par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe et signifié au plaidant le 3 décembre 2021. L'article 278 de la loi 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code de procédure pénale militaire prévoit que l'appel est introduit dans les 5 jours après celui où cette décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressée. C'est ainsi que c'est dans le délai que le plaidant avait interjeté appel contre cette décision, soit le 3 décembre 2021, le jour de sa signification. En ce qui concernait la compétence de la haute cour, la haute cour militaire tire sa compétence dans la combinaison des articles 149 de la Constitution, de l'article 83 de la loi numéro 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, alinéa 1er qui dispose: la haute cour militaire connaît également de l'appel des arrêts rendus au premier degré
par les cours militaires. Elle étire également sa compétence de l'article 278 de la loi 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code de procédure pénale militaire qui prévoit que l'appel est porté devant la haute cour militaire lorsque la décision attaquée a été rendue par la cour militaire. Or, l'arrêt attaqué dans cette affaire sous RPA 050/2020 par devant la haute cour militaire est une œuvre de la cour militaire de Kinshasa. Sur le fond, cette décision judiciaire avait reconnu dans le chef du commissaire adjoint Paul Milan de Londres les infractions d'assassinat de Floribert Tchébéa Baïsiré, l'arrestation et détention arbitraire de Fidel Bazana et Tadi, la désertion simple et le terrorisme, dont la conséquence de cette reconnaissance était sa condamnation par défaut à la peine de mort. La Cour avait prononcé également sa destitution. Il est de signaler que la même Cour n'avait pas reconnu coupable dans le chef du même officier l'infraction d'association des malfaiteurs. L'infraction des malfaiteurs trouve sa base légale dans les articles 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire livre 2. La même infraction se réalise par la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir l'existence d'une attente préalable, l'organisation de la bande et l'objet poursuivi. Après examen des informations à sa disposition, la Cour avait considéré que l'effet imputé aux prévenus préqualifiés ne renfermait pas l'un des éléments pouvant leur donner le caractère d'une participation à une association de malfaiteurs, en ce que les faits sont mués sur le but poursuivi qui aurait dû être plus vaste que la seule mort de Tchébéa. Là, c'était la décision de la Cour du juge précédent. Au feuillet, cet extrait est repris au feuillet 41. La Cour avait conclu l'absence des éléments constitutifs. C'est pourquoi la Cour avait acquitté tout le monde sur cette infraction. Mais tout au long de cette instruction, l'affaire, tout au long de cette instruction, nulle part il a été démontré que le président avait participé à une réunion quelconque entraînant l'appelant dans l'association. C'est pourquoi, sans prendre beaucoup de temps, suite au défaut d'éléments de preuve dans cette association, la Cour de CA dira non établi ni en fait ni en droit la prévention d'association des malfaiteurs dans le chef du président et l'en acquittera. L'infraction d'assassinat de Tchébéa. L'assassinat trouve sa base légale dans la combinaison des articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire livre 2, qui dispose: l'homicide est commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Le meurtre est commis avec préméditation et qualifié d'assassinat. Pour établir l'assassinat, pour établir l'existence de l'assassinat, il faut donc examiner en premier lieu les éléments constitutifs du meurtre et en second lieu la circonstance propre à l'assassinat, qui est la préméditation. Pour être retenu, le meurtre exige la réunion des éléments matériels et intentionnels, mais aussi la personnalité humaine de la victime. Pour la Cour militaire de Kinshasa, les auteurs de cet acte sont le prévenu Kenga Kenga, Paul Mwilambwe et Jacques Mouga, tous pratiquants d'arts martiaux et bénéficiaires d'une formation
d'antiterroristes à Mbandaka, avec la pièce code 985, feuillet 44. La haute cour militaire constatera que la pièce à conviction numéro 985, ici présente, pour démontrer que les assassins, c'était les trois précités. Par contre, Paul Milambwe n'a jamais fait la formation d'antiterrorisme en Bakani. Plutôt, il a été formé comme officier des renseignements. Et puis, il n'a jamais pratiqué les arts martiaux. Tout au long de cette instruction, Monsieur le Président, les exécutants de ces doubles assassinats sont passés aux aveux. Ont démontré la façon dont ils avaient exécuté les deux victimes avec leur fameuse formule menottée, cagoulée et scotchée. Vous vous référerez aux déclarations de Mugabo, Tutu Ilunga et Eric Kibungu. La Cour avait fondé sa conviction pour qualifier la préméditation dans le chef des trois prévenus, Kenga Paul Milambwe et Mugabo, sur les deux SMS adressés au colonel Mukalaï par Kenga pour établir que les trois éléments, les trois officiers étaient au courant du dessein criminel. Et au moment où Kenga émettait ses SMS, il s'est retrouvé au lieu convenu, c'est-à-dire l'inspection générale. Monsieur le Président, il est de signaler que les deux SMS sont libérés comme suit. Feuillet 25 de l'arrêt. Premier message. Bonjour mon colonel. Les noms de messieurs des droits de l'homme. Tchébéa Floribert. Téléphone. On avait donné le numéro de téléphone. Le deuxième message. Mimi Mouzé Nico na challenge na Petit Jacques na subiri mipango kutoka kwenu. Pole Mouzé. Dans ces deux SMS, la juridiction d'appel constatera que nulle part le nom de Milambwe n'a été signalé pour confirmer qu'il était au courant, tel que le premier juge l'avait confirmé. C'est à tort que le premier juge avait fondé sa conviction sur ces SMS pour motiver sa décision à l'endroit de Milambwe. Donc il est clair que Milambwe n'a jamais été au courant de ce décès criminel. D'ailleurs, suivant même les déclarations de Mugabo lui-même qui coordonnait l'équipe d'exécution, n'a été au courant du vrai sens de la mission que quelques minutes avant l'exécution. Parce qu'à l'occasion où Kenga lui remettait le matériel devant être utilisé dans l'assassinat, il lui avait dit qu'il y aura un travail à faire. Donc il n'avait pas déterminé quel est ce travail-là. Alors comment Paul Milambwe, qui n'était pas dans l'affaire, pouvait être au courant? Donc plutôt le problème de Paul Milambwe est qu'il s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mauvais endroit, malheureusement, à son lieu de travail. Au mauvais moment, malheureusement, dans une période encore couverte par les heures de service. Donc, il avait vu ce qu'il ne fallait pas voir. La haute cour militaire constatera l'absence des éléments constitutifs de l'effraction d'assassinat de Tchébéa dans le chef de Paul Milambwe, c'est-à-dire les éléments matériels, intentionnels et la préméditation. Le premier juge avait également statué sur la participation criminelle qui est prévue et punie par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire qui sont l'exacte reproduction des articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire livre 1er, du Code pénal ordinaire livre 1er.
Pour qu'elle soit détenue à titre de corréité ou de complicité, 3 conditions doivent être réunies, à savoir l'existence d'une infraction principale, un acte de participation selon un des modes prévus aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire et enfin l'élément moral. Nyabirou Mounessonga, traité des droits pénal général congolais, édition droit et société, TS Kinshasa 2001, page 278. Pour la Cour, l'incrimination principale qui avait été retenue, c'est l'assassinat de Tchebeya, Fayé 44. Pour l'acte de participation de Kenga, Mouilambo et Mugabo, sont des exécutants de l'assassinat. Ça, c'est selon le premier juge, Fayé 45. En ce qui concerne l'élément moral, la Cour avait fondé sa conviction toujours sur les 2 SMS sur l'enseigné pour affirmer que Mouilambo était au courant de cette émission criminelle. Fayé 49. Il y a lieu de signaler, Monsieur le Président, que les étapes, toute opération militaire a les étapes souvent à respecter. La première étape, c'est la planification ou la conception. La Haute Cour constatera que cette affaire remonte de la réunion qui avait été organisée par le général John Numbi, là où il se plaignait que son chef ne dormait plus à cause de Tchébeya. Et dans cette logique, le major Kenga qui était sur place avait réagi. Il avait dit, je comprends mon général. Dans cette réunion, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur l'auditeur général, Paul Mouilambo n'était pas. La deuxième étape, c'était la réorganisation, plutôt le rassemblement. Le rassemblement a eu lieu à l'inspection générale. Le rassemblement a eu lieu à l'inspection générale, avait regroupé les policiers qui devraient exécuter cette affaire. C'était sur invitation que tout le monde s'était retrouvé là-bas. Et si vous voyez d'abord Kenga n'avait pas de bureau là-bas, mais il était venu sur l'invitation. Et les cadres qui avaient servi ce rassemblement, c'était le bureau du colonel Moukala. Paul Mouilambo, s'il s'était retrouvé à l'inspection générale, c'était parce que c'était son lieu de service. Donc, là où le briefing avait été donné, Paul Mouilambo était là. Il y a eu la troisième phase. La troisième phase, c'était l'exécution. Dans cette exécution de l'assassinat, du double assassinat, parce qu'il y en a eu 2, les assassins de ces doubles assassinats ont pu passer aux aveux devant la cour militaire. Paul Mouilambo n'était pas parmi les exécutants, moins encore parmi les cerveaux moteurs de ces doubles assassinats. Cette étape a été scellée en 2 parties parce qu'il y a eu une opération qui devrait consister à se débarrasser des corps. Ces corps, l'un des corps a été enterré dans la concession des général Tchatchicha et l'autre de Tchebeya a été abandonné sur la voie routière. Monsieur le Président, Paul Mouilambo n'était pas. La 5e étape, la 4e étape plutôt, a été
la réorganisation des troupes. Après les opérations, il y a eu réorganisation des troupes. La réorganisation de cette troupe plutôt, s'est effectuée dans la résidence du colonel Moukalai, là où tout policier qui avait participé à cette affaire a eu droit à une bouteille ou deux bouteilles de bière, chacun suivant son goût, et une somme de motivation de $50. À ces rendez-vous de l'organisation, Monsieur le Président, Paul Milambwe n'y était pas. Il y a eu la 5e étape, c'était l'étape de l'évacuation. Tous les policiers qui avaient participé à cette opération ont été évacués vers Lubumbashi. Paul Milambwe n'avait pas été évacué. Par contre, il y a une autre étape qui pourra être toujours en cours, c'est l'étape d'effacer les tableaux. Ici, nous voulons signaler un grand nombre de témoins portés disparus comme ça. Et à cette étape-là d'effacer les tableaux, par contre, Paul Milambwe avait échappé. Parce qu'en principe, c'était l'animal à battre pour effacer les tableaux, parce que c'était un témoin clé. D'ailleurs, pour vous affirmer que c'est une opération qui pourrait être toujours en cours, l'épouse de Paul Milambwe a été visitée là où elle se retrouve par les éléments non autrement identifiés. Heureusement qu'il y a eu l'intervention de la police et de cet État. Et au moment où nous vous parlons, c'est une information vérifiable. Désormais, c'est la police de cet État qui s'occupe de la sécurité. Sinon, il y a eu une visite dans cette résidence. Alors, ça me pousse à me poser une petite question. Est-ce que nous, les avocats qui sommes sur le terrain, qui sommes sur place, et vous les juges qui êtes ici, est-ce que vous n'êtes pas visés comme les autres? Donc, c'est une question qu'il faudrait vraiment examiner avec précision pour permettre à sécuriser tout le monde. Sinon, c'est comme si la sécurité ou la situation va toujours mal. C'est pourquoi, Monsieur le Président, la Haute Cour militaire constatera également l'absence de la participation criminelle dans le chef de Paul Milambwe par le fait que de la planification, de la conception au rassemblement des exécutants, passant par l'exécution du double assassinat, l'évacuation des corps, l'enterrement de Bazana pour chuter à la réorganisation des exécutants à cette émission qui a eu lieu dans la résidence du colonel Moukalai, nulle part les rôles joués par Milambwe n'a été démontré. Suivant les éléments développés, la Haute Cour militaire déclarera non coupable Milambwe des faits infractionnels de complicité de l'assassinat de Tchebeya et Liane. À la suite des considérations qui précèdent, la Haute Cour militaire dira non établi ni en fait ni en droit la prévention d'assassinat de la victime Tchebeya en participation criminelle à charge de Paul Milambwe et la n'acquittera. L'arrestation et la détention arbitraire de Fidèle Bazana. Entendu que l'infraction d'arrestation et de détention arbitraire est prévue et punie par l'article 67 alinéa 1er du Code pénal ordinaire livre 2 qui dispose comme suit, est puni d'une servitude pénale d'1 an à 5 ans celui qui par violence, ruse, menace, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Il faut la réunion des éléments constitutifs de cette incrimination qui sont un élément matériel et un élément intellectuel. Que l'élément matériel consiste dans le fait d'avoir enlevé, d'avoir arrêté arbitrairement
ou d'avoir détenu un individu. Cet acte doit être accompagné par l'emploi des moyens incriminés par la loi, en l'occurrence la violence, la ruse et la menace. L'arrestation est le fait de se saisir d'une personne, de l'appréhender matériellement, c'est-à-dire au corps, de l'empêcher de continuer sa route, la priver physiquement la faculté de circulation, c'est-à-dire de sa liberté d'aller et de venir à son gré. La détention est constituée, quant à elle, par le fait de garder, de tenir en sa possession, de retenir une personne pendant une durée de plus ou moins longue ou de l'incarcérer. Pour la Cour militaire de Kinshasa, l'acte matériel d'enlèvement qui y a consisté dans le déplacement de Sie Bazana dans l'inspection générale de la PNC, où il s'est retrouvé en compagnie de Fidel de Floribert Tchebeya, vers une destination inconnue, dont les auteurs sont Daniel Moukala, Christian Kenga, Paul Milambo et Jacques Mugaro. Le premier cité en tant que donneur d'ordre, c'est-à-dire Moukala, et par conséquent auteur intellectuel en ce qui concerne, en ce qui est Bazana dans les mêmes conditions que Tchebeya, dans l'enceinte de l'inspection générale de la police, et l'avoir enterré à Miteng dans la concession de l'actuel général Djadjidja. Paul Milambwe n'avait jamais été ni dans les plans de canalisation de Bazana à l'inspection générale, ni dans la planification de son exécution, ni dans la participation de son exécution, moins encore vu M. Bazana encore vivant. Par contre, il avait vu Bazana dans les installations de l'inspection générale déjà décédé. À côté, bien entendu, du corps de Tchebeya au hangar de l'inspection générale. Les moyens développés par la défense pour cette prévention face à son criminalisation démontrent que les éléments constitutifs de la prévention d'arrestation et détention arbitraire de Bazana ne sont pas réunis dans le chef de Paul Milambwe. Il y a lieu que la haute cour puisse requalifier cette infraction en celle d'assassinat dans le chef des assassins si haut identifiés. En conséquence, la haute cour militaire dira la prévention d'arrestation et de détention arbitraire de Bazana dans le chef Milambwe non établie ni en fait ni en droit et l'en acquittera. La désertion simple. La cour militaire de Kinshasa, Gombe, avait retenu cette prévention contre Paul Milambwe pour motif que, n'ayant connaissance d'aucun cas de force majeure, ayant maintenu le prévenu éloigné de son unité, à moins qu'il s'agisse de la volonté de se soustraire aux poursuites entamées contre lui dans l'affaire sous examen. Or, telle circonstance ne peut être considérée comme en cas de force majeure, mais elle démontre dans leur chef la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations militaires, donc d'assumer les responsabilités. Feuillets 55 et 56. Cette prévention est prévue et punie par les articles 44 et 45 du Code de procédure pénale militaire. Il ressort de la disposition première que tout militaire ou assimilé qui aura fait l'absence de 6 jours sans justification sera réputé déserteur. Et la dernière disposition, que tout militaire ou assimilé coupable de désertion simple en cas de paix est puni de 2 mois à 5 ans de servitude pénale. Les éléments essentiels constitutifs de cette prévention sont la qualité de militaire ou assimilé, l'expiration du délai de grâce de 6 jours, l'intention coupable et l'intention coupable. Sur la qualité,
Il y ressort des éléments et informations à la disposition de la haute cour militaire que Paul Milambwe est bel et bien officier supérieur au sein de la PNC. Donc il n'y a pas. En ce qui concerne l'expiration du délai de grâce, suite à son double enlèvement, entre autres celui du 11 juin 2010 par le conseiller juridique de la PNC, Maître Mbayo, et à sa séquestration dans la résidence de Maître Doudou Koul en date du 25 août 2010, à travers le procès verbal numéro 001/2010, dressé par Amissi Tabongue, secrétaire général à l'inspection générale PNC, Paul Milambwe a été déclaré déserteur. Après avoir trouvé le moyen de s'évader de la résidence de Maître Doudou, avec la volonté ferme de vouloir affronter les préventions mises sur sa charge, Paul Milambwe s'était présenté en date du 14 avril 2011 à l'inspection générale de la PNC. Après quelques heures, il avait vu le major Djadjidja qui était venu le récupérer pour lui déposer à l'auditorat général, là où il avait été reçu par l'auditeur général en personne, et il avait été auditionné par le lieutenant-colonel magistrat Ndaka sur instruction du même auditeur général. Curieusement, en lieu et place de le mettre à la disposition de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, là où il était bien entendu recherché, l'officier du ministère public avait préféré de mettre Paul Milambwe à la disposition de l'ANER, là où il a subi des tortures de haut niveau. Cette déviation a constitué un deuxième enlèvement en complicité avec le ministère public, qu'il avait au même moment présenté devant la cour militaire comme déserteur pour y être condamné pour cette prévention. Intention coupable. Le droit est exigé dans le chef de l'inculpé pour que l'infraction de désertion simple soit arrêtée. Il réside dans la résolution de rompre définitivement ses liens avec l'armée. Cette présomption peut être renversée en cas de force majeure ayant mis l'incriminé dans l'impossibilité de rejoindre son unité avant l'expiration du délai de grâce. C'est ainsi que la Cour avait condamné l'appelat par le fait qu'il n'y avait pas un cas de force majeure. Pourtant, l'enlèvement par les autorités de son unité constitue un cas de force majeure. Que de ce qui précède, la haute cour militaire constatera que l'absence en son lieu de travail a été occasionnée par ce double enlèvement dont le ministère public a été complice. À l'absence des éléments constitutifs de la prévention des désertions simples dans le chef de Paul Milambwe, la haute cour militaire dira cette prévention non établie ni en fait ni en droit et l'anaquitera. Du terrorisme. Attendu que pour la cour de Kinshasa-Gombe, la prévention du terrorisme ou du terrorisme est mise à charge des inspecteurs adjoints Paul Milambwe, Christian Goïkenga et le sous-commissaire Jacques Kemiga. Il leur est reproché d'avoir commis un assassinat particulièrement crapuleux et un enlèvement, Feuillet 58. Cette prévention est punie à l'article 157 du Code pénal militaire, constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'un des actes ci-après. Les atteintes, première
les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. En deuxième lieu, les extorsions, destructions, dégradation et détérioration. Troisième lieu, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition ou cession de machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. La confrontation des prévisions légales au fait de la cause permet de relever l'absence de prévention d'assassinat et d'arrestation et détention arbitraire dans le chef de Port-Milan pour établir la prévention du terrorisme. De ce qui précède, la haute cour militaire dira non établie ni en fait ni en droit la prévention du terrorisme et la n'acquittera. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu que la haute cour militaire constate le défaut total des éléments constitutifs de toutes les préventions mises à charge à Port-Milan par la cour militaire de Kinshasa-Gombe et de faire ce que la même cour devrait faire, à savoir l'acquittement pur et simple du plaidant. Qu'à ce motif, sous toutes réserves généralement quelconque, plaise à la haute cour militaire de dire cette action recevable et fondée, de dire non établie, ni en fait ni en droit, toutes les préventions mises en charge dans le chef de Port-Milan, Londres, d'ordonner la réformation de l'arrêt RP 066-2010-RMP 1046-2010, en ce que la cour militaire de Kinshasa-Gombe avait condamné le plaidant à la peine de mort et prononcé son exclusion par son acquittement pur et simple. D'ordonner le commissaire général de la police nationale congolaise de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la police nationale congolaise. D'ordonner le commissaire général de la police nationale congolaise de procéder au paiement des arriérés de salaire du commissaire adjoint Port-Milan de Londres depuis le mois de juin 2010 à ce jour. Fait frais et dépenses comme de droit, faisant ainsi, ça sera justice, nous avons. C'est avec plaisir de prendre parole à ce jour dans ce procès, où tout le monde est curieux de savoir, si pas, et découvrir toute la vérité sur le double assassinat de messieurs Floribert Chebeya et son chauffeur Azana, tous activistes de droits de l'homme, tués dans l'inspection de la police nationale congolaise. Votre honneur, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, vous attendez votre plaidoirie sur pied de l'article 63, 238 et 239 du Code judiciaire militaire, au nom et pour le compte de notre client et commissaire supérieur, adjoint Christian Goui Kenga Kenga, en détention ici à la prison militaire de Ndolo. Se référant à l'ordonnance de fixation de la date d'audience du 9 septembre 2021, de l'appel interjeté par le ministère public suivant sa lettre, missive numéro AMS/0294/25, daté du 28 juin 2011, contre l'arrêt rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, en date du 23 juin 2021, signé par l'auditeur militaire supérieur de la Gombe, de la citation à prévenir signifiée à notre client en date du 11 septembre 2021 pour sa comparution à l'audience du 22 septembre 2021 et à notre lettre de désignation d'office
et commission d'office, respectivement par le monsieur le bâtonnier et honoré confrère le barreau de Kinshasa-Gombe et le premier président de la haute cour militaire. Monsieur le Président, après la narration de faits tels que rencontrés par monsieur l'auditeur supérieur, officier du ministère public et les parties civiles, en ce qui concerne notre client. C'est l'auditeur général. Ok, merci. L'auditeur, je disais, après la narration de faits tels que rencontrés par l'auditeur général, l'officier du ministère public et le parti civil, en ce qui concerne notre client qui est devant votre cour militaire, où il est poursuivi pour les faits suivants, ci-après. Détention d'armes et munitions de guerre fait puni par l'article 203 du Code pénal militaire. Association de malfaiteurs fait prévu et puni par les articles 156 et 158 du Code pénal ordinaire, livre 2, tel que modifié et complété par l'ordonnance loi numéro 68/193 du 3 mai 1968. De l'enlèvement fait prévu et puni aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire livre 1er et 67 du Code pénal ordinaire livre 3. De l'assassinat fait prévu et sanctionné puni par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire, article 23 du Code pénal ordinaire livre 1er et article 44 du Code pénal ordinaire livre 2, tel que modifié et complété par l'ordonnance loi numéro 68/193 du 3 mai 1968. De la désertion simple, fait prévu et puni par les articles 44 et 45 alinéa 1er du Code pénal militaire. Monsieur le Président, à titre de rappel à votre cour, votre honneur, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'auditeur général, officier du ministère public, plaider c'est une liberté et c'est un droit sacré. Ce qui constitue une garantie à un procès équitable dans la mesure où permettant au prévenu d'organiser sa défense. En République démocratique du Congo, plusieurs textes de droit consacrent des garanties à un procès équitable. Il en est ainsi de notre Constitution du 18 février 2006, qui en son titre 2, relatif aux droits humains et libertés fondamentales, prévoit quelques dispositions se rapportant à un procès équitable. Nous citons à titre illustratif l'article 17, in fine, sur la présomption d'innocence, et il en est de même de l'article 57 du Code de procédure pénale. Notre client, à l'audience, à sa dernière audience où il a comparé en personne et assisté, avait opté pour un mode de défense qui est la rupture, partant de son propos qualifiant votre honneur, tout ce que votre cour fait du théâtre, une façon de méconnaître votre autorité. Ce mode qui se définit comme une défense au cours duquel le prévenu ou l'accusé dénie au juge toute légitimité pour les juger. Par conséquent, comme nous ne pouvons pas s'écarter de sa ligne de défense, et nous vous promettons de ne plus prendre parole après tout ce qu'il y aura comme réplique. Merci, nous vous avons dit. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'auditeur général, officier du ministère public. À vos ordres, mon colonel. Oh, En tout cas, je suis très content
du réquisitoire du ministère public. Il a très bien exposé les faits et bien évoqué effectivement, il a bien analysé également les préventions qui ont été mises à charge de prévenus. Mais seulement là, nous ne sommes peut-être pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit que le parti civil avait déjà reçu l'argent qui leur avait été alloué par la haute cour militaire, ce qui est faux. Parce que si nous avons postulé cette fois-ci encore, parce que pour dire que les préjudices qui avaient milité à ce qu'on puisse nous accorder cet argent-là continuent toujours à courir, parce que 12 ans aujourd'hui, les différentes familles n'ont jamais reçu un petit rond. Donc il est faux de dire que le parti civil a déjà reçu de l'argent, c'est faux, ce n'est pas vrai. Hein? Ce que nous avons postulé, c'est pour juste une réévaluation, parce que ça fait 12 ans. Mais des enfants à l'époque étaient des mineurs. Aujourd'hui, il y en a qui sont à l'université. Qui doit les prendre en charge? Il y a des frais, même s'ils ne sont pas ici, même à l'étranger, mais il n'y a rien qui soit gratuitement à l'étranger. Hein. Tout doit être... il faut travailler pour avoir de l'argent. Donc c'est une charge quand même pour les familles et les frères et autres. C'est juste peut-être ça que je voulais dire. Mais sinon, le réquisitoire était bon. Mais bon, lui, il a requis les peines qu'il a requis. Et moi, je ne peux pas commenter par rapport à ça. Il revient au juge de pouvoir se prononcer à la fin par rapport à ces peines-là. Mais sinon, pour tous les restes, le travail a été très bien fait. Nous avons toujours dit que nous étions très sereins dans la mesure où nous connaissions le niveau d'innocence de notre client, Major Paul Mwilambo. Donc il était normal que le ministère public et l'auditeur général puissent requérir dans la façon dont il a requis. Oui, il a pu évoluer parce que comme preuve à l'appui, vous l'avez vu, il a participé à l'audience aujourd'hui. C'était des malaises de la santé, tout le monde tombe malade, donc il n'y avait rien de grave, c'était tout simplement des petites malaises.